Bienvenue dans 13h15 le samedi et aujourd'hui au sommaire, en pleine COP25 qui se tient à Madrid, une expédition, celle de l'équipe de scientifiques de la goélette Tara, qui a remonté 10 des plus grands fleuves d'Europe. L'objectif, effectuer leur diagnostic écologique et vous allez découvrir ses conclusions. L'urgence concerne la présence de microplastiques, une concentration 100 fois plus importante dans les fleuves que dans les océans. Alors qui est responsable de cette pollution? Comment peut-on y remédier? Jean-François, biologiste, va nous servir de guide dans cette expédition. Reportage Emmanuel Chartoir, Mathieu Mondoulet, David Geoffrion et Fanny Martineau. Ça c'est quoi? C'est du polystyrène? C'est une pêche qui nécessite de très bons yeux. Des ailes de papillon. Ouais. C'est des libellules. Des libellules? Ah ouais, joli. Ça, quand on tombe sur des choses normales, enfin des choses, tu vois. Ah bah ouais, de la vie. On est trop contents. Jean-François Giglione et Leila Mastertsheim sont chercheurs au CNRS. Pendant 6 mois, ils vont faire le tour de l'Europe pour récolter des dizaines de milliers de petits fragments de plastique. Systématiquement, quand on arrive sur des plages, on n'a pas l'impression que ça soit vraiment pollué. C'est pour ça qu'on se met à genoux en fait quand on fait les prélèvements, parce que comme ça, de visu, on voit pas grand-chose. Dès que je vais m'approcher, en fait, je vais commencer à voir les microdéchets. Et là, j'en trouve systématiquement, par contre. Donc ça montre bien que toutes les plages, en fait, elles sont polluées. Tout le monde a déjà vu en fait des petits morceaux de verre, on s'en amuse quand on est enfant. Maintenant, en fait, on voit des plastiques tout le temps. Le bâton de sucette. Moi, il y a des endroits où j'étais franchement déprimée parce que il y en avait tellement que je pouvais même pas les récupérer tous. Là, on a des toutes petites barquettes pour cette plage-là, mais des fois, on a des sacs de 30-50 litres et ça rentrait pas dans mon sac. Ça, c'est ce que je préfère. Pourquoi les gens utilisent-ils des lingettes? Non, mais... Jean-François et Leila sont biologistes, spécialistes en toxicologie. Ce qui les intéresse, ce n'est pas tant le plastique en lui-même que tous les microbes qui vivent dessus. Sur ces plastiques, on va avoir vraiment un nouvel écosystème qui va se créer. Et c'est comme une île qui émergerait en fait de l'océan. Tous les scientifiques rêvent d'avoir un nouvel écosystème. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, d'un point de vue de la science fondamentale, c'est vraiment passionnant d'un point de vue de l'écologie. Tu le prends de ce côté? Oh. Oh la vache. Et là, il y a un mélange d'un peu tout. Non, ça va pas, t'en bouge pas. C'est bon, j'ai les cheveux. On va prendre cette direction vers le vent, dans le sens du vent, pour faire les premiers montats de surface. Parce que c'est en surface en fait qu'on va récupérer les plastiques et que s'il commence à y avoir du vent, en fait, ça va être perturbé, ça va être brassé et du coup on va les perdre. Jean-François est le directeur scientifique de la toute dernière mission de la goélette Tara. Après avoir traqué les microplastiques en mer, après avoir étudié la banquise, le plancton et le corail, l'équipe s'attaque maintenant à la pollution plastique des fleuves européens. Au total, on va faire 10 fleuves, donc 10 des plus grands fleuves d'Europe. Et pour l'instant, donc là, ça va être le 5e. On sait que 80% des plastiques qui arrivent en mer, en fait, ils viennent des fleuves. Donc c'est pour ça qu'on va aller prélever en mer déjà aujourd'hui. Et puis petit à petit, en fait, on va remonter dans les fleuves pour pouvoir comparer la quantité de plastique. Et ensuite, on va estimer où est-ce qu'ils vont aller et surtout leur impact en fait sur la biodiversité. C'est la première fois qu'on fait ça. Étonnamment, la plupart de la science qui a été faite sur les plastiques, elle s'est faite beaucoup dans l'océan, mais très peu sur les fleuves. Les premiers travaux sur les fleuves, ils datent d'il y a 5 ans à peine. Et il n'y a jamais eu une expédition de telle ampleur en fait au niveau européen qui a été faite. Car les déchets que l'on trouve partout sur les plages et dans les océans ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Des décennies de fragmentation de ces objets
les ont peu à peu transformées en particules de plus en plus petites. Aujourd'hui, la plupart du plastique qui pollue nos eaux ne se voit pas à l'œil nu. Ça fait une dizaine d'années que vraiment il y a eu une prise de position des scientifiques pour dire qu'il y a une pollution qui est vraiment énorme dans l'écosystème. Invisibles, ces microparticules sont pourtant plus dangereuses que les gros déchets, parce que les animaux marins les avalent et parce qu'elles attirent les polluants et hébergent des bactéries potentiellement toxiques. Si les effets sont aussi forts qu'on le pense, on risque d'avoir des disparitions d'espèces. C'est par les fleuves que ces plastiques arrivent à la mer. Les équipes de Tara vont donc remonter les plus grands fleuves européens pour quantifier la pollution à la source. Après la Tamise, l'Elbe, le Rhin et la Seine, aujourd'hui c'est le premier jour de la mission Rhône. L'expédition commence par une journée de prélèvement au large de l'embouchure. Attends, il me faut du mou vraiment là. Donne-moi vraiment du mou, c'est moi qui l'attrape. Hein. Donne-moi du mou. Voilà, merci. Parfait. Putain, les conditions idéales. Ça, c'est des filets pour le plancton au départ. Et donc, c'est ce qui était vraiment pas gai quand on a commencé à voir ces choses-là. C'est que là-dedans, normalement, il y a de la vie. On trouve énormément de zooplancton. Et ce qu'on a vu déjà, c'est qu'en Méditerranée, on a parfois autant de zooplancton que de plastique. Dans l'assiette du poisson, il y a moitié de plastique, moitié de zooplancton. Il est bien chargé. On va s'arrêter là. On dit que la Méditerranée, c'est la mer la plus polluée du monde. Est-ce que c'est vrai en termes de plastique? Ouais, on a trouvé 4 fois plus de microplastiques que ce qu'on peut trouver dans le 7e continent de plastique qu'on croyait le plus pollué au monde. Et en fait, malheureusement, c'est la Méditerranée aujourd'hui qui est la plus polluée. Au total, ce sont 5000 milliards de particules de plastique qui flottent à la surface des océans, l'équivalent de 300 000 tonnes. Ils sont encore un tout petit peu. Mais la concentration de microplastiques est jusqu'à 100 fois plus importante dans les fleuves. Aujourd'hui, on va se retrouver avec des quantités de plastique qui sont assez faibles parce que c'est assez dilué finalement en mer. Et dès qu'on va rentrer dans les fleuves, là, on va commencer à avoir une concentration de plastique qui va augmenter. On va avoir de plus en plus de plastique dans nos filets. Ça vous inquiète, ça? Personnellement, ouais, ça m'inquiète vraiment. Plus ça va, plus je vais en mer. Partout où on va, dans tous les océans, on trouve de ces plastiques. Et malheureusement, on sait l'effet que ça a aujourd'hui sur les organismes. C'est assez catastrophique, quoi. T'as la pêche, toi, ou pas? Allez, viens. Ah ouais, t'as un beau sourire. Même dans l'effort, c'est bon. Allez, c'est parti, on a 2 minutes pour entrer dans le sas. Après un premier jour en mer, la mission se poursuit dans le Rhône proprement dit. Pour rejoindre leur point de prélèvement, les scientifiques doivent passer l'écluse de Port-Saint-Louis. Ils ont dû se lever à l'aube pour ne pas rater l'horaire d'ouverture. A priori, on doit y être. Hein. 43-23. En est, 4 degrés, 47, 7. Quand t'es prête, tu me dis. C'est bon? Allez, c'est parti. En fait, le Rhône, il prend sa source vers la Suisse. Et donc, depuis les Alpes suisses, tous les plastiques qui vont être déversés dans les bassins versants vont arriver dans ce fleuve. C'est-à-dire que ce sont les pluies qui font qu'ensuite ces plastiques vont jusqu'à la mer? C'est ça. Un plastique, sa vie, quand il va, par exemple, aller dans la montagne, ce qui va lui arriver, c'est que petit à petit, il va être emporté par le vent. Ensuite, il va arriver dans une rivière. Il va se casser déjà en petits morceaux à ces moments-là. Du coup, ça va lui permettre d'aller encore plus vite dans l'eau. Et petit à petit, il va arriver dans un fleuve et après, il va arriver en mer. Un plastique, ça a à peu près un temps de vie de plus de 100 ans. Donc, il a largement le temps, en fait, dans sa vie d'arriver à la mer.
Et on considère que la mer, c'est le réceptacle final de tous les déchets. Tu me dis bien 10 secondes avant? Allez. Il y a quelques années encore, les chercheurs pensaient que le plastique arrivait à la mer sous forme de gros déchets et que c'était l'océan qui le fragmentait en petits morceaux. Il y a encore de la mousse là, mais on en voit, ouais. Les prélèvements dans les fleuves leur ont montré que la moitié du plastique qui arrive en mer est déjà sous forme de microparticules. La vie passionnante du scientifique. Il remplit de la flotte, il met ça dans des tuyaux, après on change de fiole, après on prélève avec des pipettes, on envoie ça dans le labo, on met des codes barres. Et là on va jusqu'à l'ADN, la source de la vie. On se met en route? Car les prélèvements ne sont que la première étape d'un travail d'enquête qui va durer des années. Je vais récupérer le matos. Attention, ne vous lâchez pas tout de suite. Chaque fragment récolté va être analysé, passé au microscope électronique, puis traité par le centre de séquençage ADN pour connaître les gènes des micro-organismes qui vivent dessus. C'est vraiment pas facile à trier quand ça bouge. On n'a pas trouvé de machine en fait qui soit capable de faire mieux que l'homme aujourd'hui pour trier le plastique. Et donc, on fait tout à la pince à épiler. Donc c'est très fastidieux comme travail. Il y a des bactéries pathogènes. Les bactéries pathogènes, c'est les bactéries qui donnent des maladies. Et sur certains morceaux de plastique, on en a trouvé très abondantes. Ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est qu'en mer, on trouve des plastiques avec des bactéries pathogènes qui n'ont rien à faire là, qui d'habitude meurent, parce que quand on passe d'une eau douce à une eau salée, en fait, elles meurent. Là, sur le plastique, on a l'impression qu'elles vivent plus longtemps, et on en a trouvé très loin au large. Et comme ces plastiques, en fait, c'est des vrais petits radeaux qui vont aller partout dans les océans, ça peut créer des épidémies, en fait, pour les animaux marins. Ces bactéries installées sur les plastiques leur donnent le goût du vivant. Les poissons les confondent avec des proies et les mangent. Ah, c'est sympa. Pour en savoir plus sur les conséquences de ces microplastiques pour les animaux qui les avalent, Leïla, la toxicologue de l'équipe, a placé des cobayes dans les fleuves. Ça, c'est la moule adulte. Là. Et ça, c'est le bébé. Pourquoi des moules? Parce que les moules sont des organismes filtreurs, sont des bouches ouvertes sur l'océan, qui peuvent filtrer entre jusqu'à 20 et 25 litres d'eau de mer par jour. Ils avalent tout ce qui fait une certaine taille. Et donc, si jamais ça reste coincé, ça va s'accumuler à l'intérieur des tissus. Et c'est ça qu'on va regarder. Alors, hop là, scalpel. Donc tu prends ta moule, tu introduis le scalpel comme ça, et tu viens couper comme ça. Tac, tac, et là il y a le muscle. Attention à la coquille. Donc là, j'ai le muscle que je viens de couper, et toute cette partie marron là, ici, là, c'est le système digestif. Donc c'est ça qui nous intéresse le plus, puisque c'est là-dedans que tous les microplastiques vont commencer par s'accumuler. Est-ce qu'à l'œil nu, vous voyez déjà des petits microplastiques dans les moules? Donc non, on n'en voit pas. Et ce pour une raison très simple, c'est qu'on est plutôt dans les classes de taille du micromètre. Et on peut même aller normalement jusqu'aux nanoparticules de plastique. Et on sait que ces organismes-là sont capables de les accumuler. Est-ce qu'on sait si beaucoup de moules mangent du plastique? On sait que dans une portion de moule, on peut retrouver jusqu'à 300 microparticules de plastique dans une seule portion de moule. Donc c'est ce que nous, on avalerait. Une assiette. Une assiette. Mais on sait également que ces microplastiques ils sont présents chez bien d'autres organismes. Et en particulier, on les retrouve chez des crevettes à 10 000 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes. Ça veut dire que tous les organismes, en gros, seraient soumis à cette pollution en microplastiques. Et nous, si on mange ces moules? On ne sait pas. On n'a pas réellement de données qui permettraient de montrer l'effet de ces plastiques sur nous. Mais au vu de l'état que ça génère sur ces organismes-là, bon, ce serait relativement peu favorable. Aujourd'hui, nous, poissons, on enlève le système digestif.
Et en fait, ça passe dans les muscles, dans la chair, dans les tissus, et c'est ce que nous, on avale. Donc on est très fortement impacté au jour d'aujourd'hui sans même le savoir. Des microparticules dans les fruits de mer, dans le poisson, mais aussi dans l'eau en bouteille ou dans les plats emballés dans du plastique. Un adulte occidental en ingère des dizaines de milliers chaque année. La mission se poursuit le long du Rhône. Pour leur 3e point de prélèvement, les chercheurs ont choisi la première grosse ville en partant de l'embouchure, Arles. Ouais, on envoie des déchets là. Tara n'a pas pu remonter le fleuve jusque-là. Jean-François a fait appel à des Arlésiens de longue date, des amoureux du Rhône, qui sont aussi la mémoire des lieux. Par exemple, c'était beau là, mais je parle de 40 ans. Hein. Ah oui. C'était beau, un jour il était vert, un jour il était rose, un jour il était bleu, parce que il faisait la teinte des tapis. Ah oui. Et tout allait au rhum, ici, tout allait. Et là, des plastiques, vous en voyez beaucoup sur les plages d'habitude, là? Ouais, il y en a Ouais, quand même, hein. moins qu'avant. Ah ouais, vous trouvez moins qu'avant, quand même. Ah oui, moi j'ai connu quand il y avait les plastiques de serre. Oui. Alors ça c'était Et là, il y en avait une catastrophe. Eh ouais. C'était dans une décharge. Donc. Sur la Durance monte. Ouais. Elle emporte tout dans le Et Rhône. ouais. Ces déchets sont de partout. Et ils se mettaient dans les arbres quand il y avait la crue. Alors vous voyez des fois des plastiques à 5 mètres de haut. C'est sympa de tomber sur un monsieur comme ça. Ouais. Bah, ils sont passionnés de leur endroit, donc c'est génial. Et pour nous, c'est vraiment une source de données, en fait, pour savoir où se trouvent les choses, vraiment pas. Donc moi, j'ai décidé de ce point-là derrière mon ordinateur à Bagnous. Aujourd'hui, maintenant, on est sur le terrain, on peut recalibrer, on peut changer le point sans problème. Alors là, il y avait tous les déchets des bateaux. De ce côté, il y a pas mal de... Ok. Ouais, Bon. je vais lui dire d'aller dans là-bas. Alors. D'accord. À Arles comme ailleurs, la gestion des déchets s'est améliorée en 40 ans. C'est bon? Allez, on peut y aller. Mais il reste des progrès à faire. Chaque pluie emporte encore dans le fleuve les plastiques qui traînent dans les rues. On est en train de faire un prélèvement en dessous de la ville. Demain, on fera le prélèvement au-dessus de la ville et on va pouvoir comparer. Et la comparaison des deux va nous donner l'impact de la ville sur la quantité de plastique qu'on va retrouver dans le Rhône. En général, les villes, elles ont un gros impact. Systématiquement, sur les 5 fleuves qu'on a fait actuellement, on a toujours trouvé plus de plastique en dessous des villes qu'au-dessus des villes. On s'en doutait de toute façon. Maintenant, il va falloir quantifier ça et vraiment savoir la quantité qui est apportée par cette première grosse ville quand on remonte à chaque fleuve. Ça serait un peu l'idée en fait du projet, de ensuite réussir à modéliser, à prédire ce qui se passerait si les villes étaient plus vertueuses par rapport à leurs déchets. J'ai les sédiments là. Il faudrait remettre des pains de glace dans un carton pour garder les boîtes absolument au froid. C'est le dernier jour de la mission Rhône. Toute l'équipe est sur le pont pour trier, classer, ranger, expédier les milliers d'échantillons prélevés par les scientifiques. Faites juste attention à ne pas me vider dessus. C'est vrai, Valérie? C'est bon. C'est de l'azote, c'est quand même juste moins 283 degrés. Donc ça brûle un peu. Là, ce sont tous les échantillons de la mission qui sont d'eau. De tous les premiers fleuves. Donc il y a eu la Tamise, il y a l'Elbe, le Rhin, la Seine et le Rhône. C'est Valérie Barbe, une chercheuse qui travaille dans un laboratoire à Paris, qui supervise les opérations. Il ne faut surtout pas les perdre ces échantillons, donc il va falloir qu'on soit ultra rapide à les conditionner et les garder en froid. Il faut vraiment que la chaîne du froid soit maintenue. Les plastiques doivent rester congelés pour que les bactéries qui vivent dessus ne meurent pas. La moitié des échantillons va partir au Génoscope à Paris, où l'ADN de ces espèces sera séquencé.
Jean-François, de son côté, va rapporter l'autre moitié dans son laboratoire, à Banyuls, près de Perpignan. Une fois qu'on aura fini d'analyser ces échantillons, on sera content déjà. Il faudra aux chercheurs environ 3 ans de travail pour livrer leurs conclusions sur le contenu de ces 2 glacières. On entend bien. Hein. Allez, mon enfant, sors. Je suis trop beau. Xavier, pousse. Pousse, Xavier. C'est les stades. Il en reste un, en fait, c'est ça? C'est ça, ouais. Salaud. C'est directement envoyé à Paris, la livraison pour demain, c'est ça? Je l'emmène à l'aéroport. Ok, super. Allez, c'est parti pour Banyuls. Oui, ok, non. Sois prudent sur la route. Ouais. Tu me mets un petit SMS quand t'arrives. Un mois plus tard, Tara a fait escale au pied du laboratoire de Jean-François et Leïla, à Banyuls. C'est le week-end de la fête des vendanges. L'occasion pour les chercheurs de passer un peu de temps en famille, entre 2 missions fleuves. Ça, mes filles, elles sont un peu conditionnées. T'as trouvé un truc plastique par terre? Alors, t'en as fait quoi? 3. Yes. Allez, Zou. Et il n'y a pas que ces filles que Jean-François éduque. Les commerçants, les élus, tout le monde dans le village a eu droit à son petit laïus sur le plastique à usage unique. Vous avez fait des verres en plastique cette année? Ouais. Ouais. C'est obligatoire maintenant. Pourquoi? Parce que le verre, c'est dangereux. Ah Les gens, ouais. ils se baladent avec, ils les cassent, ils du verre partout, c'est infernal. Du coup, maintenant, c'est obligatoire en plastique. Parce que Banyuls, en fait, ils ont fait une action là pour Banyuls anti-plastique. D'accord. Ouais, c'est un petit peu la controverse. Mais bon. Pourquoi? Parce que d'un côté, on veut plus de plastique, et de l'autre côté, on fait que des verres en plastique pour la fête des vendanges. Ça a un peu fait grincer les dents. Mais bon, l'important, c'est la sécurité pendant cet événement. Donc voilà, plastique quand même. Ouais. Mais sinon, bientôt à Banyuls, il n'y aura plus de plastique dans les supermarchés, plus de plastique dans les commerces, tout ça. On va tout enlever. Donc ça fait 3 fois 8, 24, s'il vous plaît. À force de persévérance, Jean-François et Leïla ont convaincu le conseil municipal de faire de Banyuls une commune pilote dans la lutte contre le plastique. Salut Philippe. Ah, putain. On s'est dit, mais il va jamais Il venir. était temps que j'arrive. Et du coup, monsieur le maire, non pas? Ça va bien? Ça, ce sont, moi je les qualifie de héros parce que ce sont des lanceurs d'alerte. Ils ont beaucoup de courage. Je vais leur donner la médaille de la ville. Ah si, la Et prochaine fois. ce qui est super important, c'est que nous, on avait une liste de plein de points. On va dire, ouais, on va parler de ça au maire. Bon, avec un peu de chance, on en fait passer 2, ça va le faire. Et en fait, on est arrivé, il a fait, ok. On ne s'arrêtait plus, la liste défilait. Et en fait, on a fait passer toute la liste. Ils vont ruiner le musée, ils vont ruiner. Polystyrène. En fait, on perdrait moins de temps à retirer le bois que à vouloir trier le plastique. Salut tout le monde. Salut! Vous êtes en train de faire quoi là? Alors, on est sur le 3e tri de déchets sur le Tibre. Ah ouais, c'est chargé là. Ouais, on a récupéré déjà, regarde, ça c'est les plus gros. On a du filet de pêche là. Pêche, ouais. Et puis les trucs de bouteilles. Là, des trucs de bouteilles, on en a toujours partout ça. Mm. Ça, c'est une catastrophe. Et du polystyrène, il y en a beaucoup, du polystyrène expansé comme ça ou pas? Oui. Ouais. Sur ce site-là, il y en a beaucoup. Ça veut dire que pour l'instant, de tous les fleuves qu'on a fait,
C'est le pire de tous. Visiblement, celui qui gagne aujourd'hui, c'est le C'est le Tibre. On Tibre. pensait que c'était la Tamise. Le Tibre en Italie, c'est s'il y a Le des Tibre en Italie, les quantités sont effarantes et il va falloir maintenant qu'on identifie en fait tous ces plastiques et qu'on arrive à savoir quelle est la source de cette pollution. C'est un peu tout l'objectif, quoi. Du coup, moi, je vais essayer de regarder en microscopie. Ouais. Ok. Je t'éteins. Allez, s'il te plaît. Laïla, viens voir, sérieux. Regarde, je suis tombé pile sur un copépode à côté là. Va. Et là, j'ai l'impression en fait que j'ai du plastique à l'intérieur. Dans le copépode. Ouais. Ça, c'est super intéressant. Tu l'as? Attends. Tu vois sur le plastique, t'as un Si, copépode. je le vois, ouais. Et à l'intérieur, en fait, t'as T'as un un tout point petit jaune. morceau de musique. Ouais, ça, je suis sûr que c'est du plastique. C'est quoi un copépode? Un copépode, c'est un tout petit organisme, c'est du zooplancton, c'est à la base de la chaîne alimentaire. Et on cherche systématiquement en fait du zooplancton en milieu naturel qui a vraiment mangé du plastique. Et là, on a de la chance, on est tombé dessus. Je pense même que t'en as deux. Celui qui est juste au-dessus est pareil. Regarde. T'en as deux. Ah oui, ok, ouais. Moi, ce que j'aimerais faire là-dessus, en fait, c'est que on sait qu'il y a beaucoup de polluants en fait qui vont s'agglomérer sur ces plastiques. C'est des vraies éponges en fait de polluants. Ce que j'aimerais bien voir en fait, c'est qu'on voit quelle est la quantité de plastique à l'intérieur, mais aussi de ces polluants, et voir à quel point ils s'accumulent. Ouais. Parce que là, on est vraiment à la base de la chaîne alimentaire. Si on voit en fait des tout concentrations de polluants sur les tout petits, on va peut-être pouvoir prédire en fait ce qui va se passer sur les plus gros et faire le lien avec ce qu'on trouve sur les plus gros. Ça, c'est un super échantillon. Qu'est-ce que vous pensez des opérations qui visent à nettoyer ou à enlever le plastique des eaux? Malheureusement, la mauvaise nouvelle qu'on donne systématiquement, c'est que tout ce qu'on a mis dans les fleuves et tout ce qu'on a mis en mer, on ne pourra jamais les récupérer. Ça, c'est évident. Donc, les solutions, elles doivent être en amont. Il va falloir que la science fasse de l'innovation pour changer ce type de plastique. Mais c'est certainement pas en nettoyant les plages ou en nettoyant les océans qu'on va trouver la solution. Pour Jean-François et Leïla, la seule solution est d'inventer de nouveaux plastiques, biodégradables dans le milieu naturel. Dans cette salle de test, chaque boîte contient des petites lamelles de plastique. Certains sont traditionnels, faits à base de pétrole. D'autres sont fabriqués à base d'algues, de pommes de terre, de canne à sucre ou encore de bactéries et se délitent beaucoup plus rapidement. Des solutions concrètes pour les fabricants d'emballages. Le plastique du sac en plastique classique qu'on connaît, on ne voit pas réellement de biodégradation de ce plastique-là. Donc, sur plusieurs années, on voit rien. Par contre, si on va jusqu'à des plastiques comme ceux qui sont faits à partir de bactéries, alors là, rien qu'en 15 jours, on a déjà un processus de biodégradation qui est déjà bien enclenché. Et ce plastique-là, il va se désagréger, se transformer un peu en écume de riz. Lorsqu'on fait cuire trop le riz, ça ressemble un peu à ça à la fin, c'est-à-dire un truc un peu gélatineux. L'eau qui circule dans les bacs est prélevée en mer au large de Banyuls, de façon à imiter le plus parfaitement possible les conditions réelles de dégradation des plastiques dans la nature. Parce que quand on teste des nouveaux plastiques biodégradables, soi-disant, certains d'entre eux en fait sont biodégradables en compost. On est vraiment dans des conditions qui n'ont rien à voir avec l'environnement. Un compost industriel, il faut que la température monte jusqu'à 60-70 degrés. Et c'est là qu'on voit la dégradation de ces plastiques. Malheureusement, si on les met en mer, ceux-là, ils ne vont pas se biodégrader. Donc nous, en fait, l'idée, c'est de hiérarchiser pour l'industriel qui va venir nous voir sur les plastiques qui vont être vraiment biodégradables en mer et leur proposer en fait différents produits et différents tests. À votre avis, dans combien d'années tous les plastiques qu'on utilisera seront biodégradables facilement dans la nature? On va dire que dans 4-5 ans, c'est comme ça en fait que les industriels viennent nous voir, ils nous demandent des projets à 4-5 ans. Dans 4-5 ans, il va falloir qu'on trouve des solutions, notamment aux emballages par exemple. Et ça, je pense qu'on va y arriver. Tara va reprendre son tour des fleuves d'Europe. Jean-François et son équipe doivent encore faire leurs prélèvements sur la Loire et sur la Garonne. Au printemps, la goélette se rendra ensuite à Paris pour transmettre les premiers résultats des chercheurs aux décideurs politiques.